Bonjour Mickaël, bienvenue sur ma chaîne. Tu as accepté de venir aujourd'hui pour nous parler de ton parcours, de qui es-tu. J'étais souvent évoqué sur cette chaîne. Je t'en prie, comment pourrais-tu te présenter? Salut mon gars, merci beaucoup de me recevoir, ça fait plaisir. Je suis honoré de faire une vidéo avec toi, ça va être très cool, je pense. Pour me présenter, je suis Mickaël, donc du coup, aime la sommellerie. Moi, je suis sommelier privé, créateur de contenu sur le monde du vin. Je fais beaucoup de pédagogie, je fais un peu de formation aussi. Et j'ai notamment mon fameux podcast Aime la sommellerie, où je fais en général un hebdo. Et sur mon Patreon, on peut retrouver aussi pas mal de contenu en plus, avec des épisodes un peu hors série, des épisodes spéciaux, et je fais aussi des vidéos pédagogiques, un peu plus poussées techniquement. Donc voilà, exactement, et c'est ce pourquoi je t'ai invité en premier lieu. C'est pour parler en effet de ton métier de sommelier, mais également de ton approche dans la création de contenu. Pour expliquer à ma communauté qui tu es, je trouve que tu as réalisé une intro qui est disponible sur Spotify, que nous allons écouter, qui est très bien réalisée. Je te félicite là-dessus parce qu'en effet, on a l'impression d'écouter un trailer de Spielberg. Merci beaucoup. Mais au-delà de la forme, le fond, en fait, je trouve que ça résume très bien ce qu'est ton podcast. Donc si tu le veux bien, on va l'écouter et j'aimerais te faire réagir sur certains extraits. Marketing, c'est le Ok, consommateur. let's go. Je vais vous insulter, mais je vais aussi vous apprendre des choses. Tu piges ou pas? Vous êtes des gros porcs, ne soyez pas des salopes. 2-3 gouttes de sauce soja dans mon bourg. Putain, j'ai fait de la merde, j'ai démarré au milieu. C'est pas grave, tu te feras un montage, je reprends à zéro. Oui, je reprends à zéro. L'homme respecte la terre, il sublime le raisin. Le problème, c'est pas le marketing, c'est le consommateur. Je vais vous insulter, mais je vais aussi vous apprendre des choses. Tu piges ou pas? Vous êtes des gros porcs, ne soyez pas des salopes. 2-3 gouttes de sauce soja dans mon Bourgogne, c'est du marketing, les gars. C'est la régalade. L'apocalypse bientôt. On s'engouffre, on se remplit la panse, c'est l'excès, le péché dans la Babylone. Alors, je voulais te demander, en fait, tu dis, dans une des premières phrases que tu dis, je vais vous apprendre des trucs, mais je vais aussi vous insulter. Est-ce que tu veux expliquer cette phrase, s'il te plaît? C'est exactement ce que je fais. C'est-à-dire que j'apprends des choses aux gens, mais comme je suis un grand fanatique de second degré, j'aime beaucoup tourner en dérision certaines choses, j'aime beaucoup dédramatiser, vulgariser. Et comme en plus je sais que c'est un milieu où il y a énormément en fait on va dire, il y a énormément de choses partagées, il y a énormément de gens qui en parlent, mais il y a énormément de gens qui n'y connaissent rien. Donc du coup, je remets un peu l'église au centre du village, comme on dit. C'est-à-dire que il faut faire preuve d'humilité. Donc j'aime bien insulter les gens, notamment d'ignorants et d'autres choses. Mais voilà, c'est pris avec du second degré. L'idée, c'est de juste prendre du recul sur le fait de se dire, bah ouais, en fait, ça, je savais pas. Et puis c'est très correct comme ça parce que j'apprends des choses, je m'améliore. Et en fait, c'est l'approche que j'ai vis-à-vis de moi où je considère que je sais les choses, mais à chaque jour, en fait, on apprend et on déconstruit des mythes qu'on croyait qui sont complètement pétés. Et ça permet de se challenger, tout simplement. C'est dans une démarche d'amélioration continue. Et moi, je prends vraiment l'humilité, le second degré, parce que ça fait du bien, en fait. Surtout dans un milieu comme le vin, voilà, qui est très, très élitiste et c'est fatigant, en fait. Il y a plein de discours qui sont éclatés. Il faut rappeler ce que c'est, en fait. Le vin, c'est un produit de terroir, c'est un produit simple, c'est un produit de consommation. Donc, il faut arrêter de le sacraliser pour rien, des fois, ou de vouloir le rendre inaccessible alors qu'il doit être accessible. Ok, donc quand tu dis insulter les gens, oui, enfin tu insultes, enfin c'est un peu pour faire redescendre de leur piédestal les gens qui sacralisent trop, enfin qui accordent du luxe. Ouais, surtout ceux qui dégoûtent les amateurs du milieu, tu vois, parce qu'il y a des gens vraiment qui veulent découvrir, qui veulent apprendre. Et puis les communautés web enfin même l'industrie, hein, globalement, les gens, il y en a, ils sont horribles, tu vois, ils te dégoûtent en disant putain ouais, si tu connais rien, en fait, t'as pas le droit de parler ou t'es pas légitime. Pas du tout, mec. Pas du tout. C'est la métaphore que je fais souvent, tu sais, avec les gastronomies, les restaurants gastronomiques. Les gens, ils adorent y aller, tu vois, et ils trouvent ça toujours super bon. On est tous ébahis là, par la qualité, l'ingéniosité. Mais en fait, ces gens, ils sont pas plus légitimes parce qu'ils savent pas faire ce que
restaurants gastronomiques leur offrent. Et pourtant, ils ne se posent pas la question comme le vin en me disant je me vois pas en consommer parce que je m'y connais pas. C'est la même logique, tu vois. Faut se mettre à l'aise. Ok, tu viens populariser, rendre un peu plus de popularité à ce truc, quoi. Enfin, d'accessibilité. J'essaie de vulgariser, ouais, parce que je pense que le vin est plus populaire quand même déjà, mais c'est le mot je veux le désacraliser, quoi. Je veux mettre les gens à l'aise, tous ceux qui s'y intéressent, qui ne se sentent pas gênés de s'y intéresser. Très bien. Alors après, tu as mis dans ton intro un extrait très précis où tu parles de « je mets de la sauce soja dans mon vin rouge ». Et tu cibles également une phrase que tu dis, c'est du marketing, les gars. Est-ce que tu peux... pourquoi tu as sélectionné cette phrase-là, ce passage-là dans ton podcast, dans ton intro? Cet extrait, en fait, ouais, ça, en plus, c'était un extrait qui m'était envoyé dans ma partie FAQ où je réponds. Parce que c'est vraiment... Enfin, déjà, le marketing, c'est vraiment quelque chose que j'aborde beaucoup dans le milieu du vin, parce que je trouve que dans tout ce qui est commercialisé, le marketing a une place énorme, surtout dans l'ère d'aujourd'hui, avec la communication, le storytelling, etc., tous ces éléments qui gravitent autour d'un produit. Et du coup, ça, je veux l'aborder parce que j'ai une véritable expertise sur ce sujet. Je veux vraiment l'amener aux gens pour leur apprendre des choses, briser des mythes, les mettre à l'aise vis-à-vis de certaines choses aussi, et qu'ils y voient plus clair un peu. C'est la notion des lunettes, un peu. Et je dis, voilà, c'est du marketing, les gars, parce que c'est un parfait exemple. Ce sujet-là en question, si vous avez la ref avec la vidéo et qui est impliqué, c'est purement c'est un cas d'école, en fait. C'est un cas d'école. Toi, tu vois, tu parles beaucoup du marché de l'attention. C'est exactement ça. C'est un cas d'école sur le marché de l'attention où on sait que techniquement, c'est une pratique viticole explosée, ni culturelle, enfin, ou à certains niveaux, on va dire, c'est niche. Mais par contre, ça a fait le buzz et ça a cartonné, etc., etc. Comme tu vois, ces derniers temps, je crois, il y a un truc qui a tourné, qu'on m'a envoyé, mettre de la glace dans ton vin. Non, mais les mecs qui mettent de la glace dans leur vin, moi, c'est vraiment, j'ai envie de leur dire. D'accord. Ok, oui, parce qu'en fait, c'est un reportage. Tu parles du marché de l'attention parce qu'en fait, à la base, c'est un reportage. Et les mecs, ils ont coupé un extrait de son reportage, et ils ont mis en avant cet extrait. Et en effet, je pense que tu as raison, c'est un truc atypique. Tu dis, oh, mettre de la sauce soja dans son vin, c'est étonnant. Et en effet, ça. Je sais pas si ça a fait le buzz, mais ça attire l'attention, en effet. C'est le cas, ouais. Oh God. Voilà, exactement. Et ben justement, vu que cette personne vient de nous parler, est-ce que tu peux expliquer, parce que moi je te connais, mais quelqu'un qui entre dans ce podcast, donc la personne il y a une deuxième personne, je dirais une sorte de sidekick, un personnage secondaire dans ton podcast qui est le roi Enoch. Et pourquoi il est présent, qu'est-ce qu'il t'apporte, parce qu'il est extrêmement présent, donc c'est, pour moi il fait partie de l'identité de ton podcast. Voilà, à quoi, en termes de, si on doit se placer sur la stratégie de contenu, pourquoi tu l'utilises? Très bien, messieurs. Il y a lui aussi. Hein. Ouais, mais lui. Alors pour le roi Enoch, ben moi j'appartiens à une génération où j'ai été bercé par ce gars et il m'a toujours fait beaucoup rire. Il a toujours une manière de s'exprimer, d'aborder les choses vraiment avec son prisme de vue et sur un aspect humoristique et on va dire assez dynamique aussi. Tu vois, tu parlais de création de contenu et de format. Moi, ça me parle beaucoup. Je trouve que ça marche super bien. Et ça me fait putain de rire, moi. Moi, ça me fait putain de rire. Et il y a des choses, en fait, ou des propos, ou des choses que j'ai isolées, que j'utilise beaucoup, qui pour moi, en fait, illustrent parfaitement ma pensée et mon sentiment sur certaines choses. Donc, en fait, ça véhicule ma pensée, mais en plus, ça le fait de manière dynamique. Et puis après, je pense qu'il y a un lien générationnel ou un lien référentiel peut-être qui peut se faire. Hein. Tant mieux, moi, si je trouve il y a des gens qui ont mes rêves et que ça fait marrer, bah c'est cadeau quoi. Mais moi, ça me plaît en tout cas. Ça contribue à ma patte stylistique, comme tu l'as remarqué avec voilà mes 2-3 références que j'aime bien utiliser. Je suis un mec vraiment qui aime beaucoup les refs internet, tu vois, les mèmes, tout ça. Et pour moi, ça a vachement de sens de les intégrer. Et je prends plaisir à le faire en fait.
Voilà, parce que je trouve que ça contribue à ma patte et ça dynamise en plus l'écoute. Voilà. Très bien. Moi, je voudrais qu'on parle un peu de de ta stratégie de contenu plus en profondeur. Donc ça doit faire à peu près un an que tu as lancé ton podcast sur Spotify. Tu as également une page Instagram, tu as également une page Patreon. Comment tu as réfléchi à tout ça comment tu réfléchis à tout ça? Pourquoi tu as une page Insta? Pourquoi tu as un podcast Spotify? Pourquoi tu as une page Patreon par exemple? On peut commencer par ça. Ben alors, pour commencer, l'Insta, on va dire, l'Insta, c'est un peu le socle de référence. C'est là où tu vas tout avoir de centralisé, où je vais tout relayer. Voilà, dessus, je vais créer du contenu visuel majoritairement. Je vais partager quasiment au quotidien des choses qui gravitent autour du monde du vin. Et je rediffuse et je centralise mon podcast, toutes mes productions sur Patreon. Donc, c'est un peu le pilier, voilà, Insta. Et c'est la chose la plus accessible. Donc, ça donne de la visibilité rapide, très visuelle. Et puis, moi, ça me permet de faire des prods, tu vois, notamment les réels ou les publications. C'est des choses assez sympas. C'est des choses un peu plus décontractées, avec un peu de musique. Voilà, c'est sympa. Je pense que c'est des formats légers qui plaisent. Le podcast, il a vraiment cette vocation très pédagogique. Ça, ça va s'adresser à des personnes qui vraiment souhaitent apprendre des choses de manière un peu décontractée avec mon style, voilà, dont on a parlé. Mais voilà, les épisodes, ils sont quand même assez techniques. Je vais loin, ils sont longs. J'ai un format de podcast, je sais qu'il peut paraître long, parce qu'en général, les gens, le marché de l'attention, t'as un réel qui fait plus de 20 secondes, les gens, ils sont en PLS, quoi. Tu vois, on est dans une époque toujours, voilà. Ça va, tes podcasts, ils font Donc, 40 minutes, 45 minutes, c'est pas... Il y a des podcasts qui peuvent faire 3 heures. Donc... Pardon? Je disais, tes podcasts, ils font 45 minutes, c'est pas non plus... Enfin, sur un marché du podcast où tu peux avoir des podcasts de 3 heures, parfois, je trouve que c'est relativement... Ouais, tout à fait. Mais je veux dire par rapport à Insta, tu vois. Par rapport à des gens qui me suivent sur Insta, quand tu vois le nombre de followers que j'ai sur Insta, j'ai pas autant de personnes qui m'écoutent sur Spotify, parce que la consommation n'est pas du tout la même, tu vois. Tu cibles pas les mêmes genres de personnes. Donc, c'est complémentaire, voilà. Mais tout ça pour dire que mon podcast, il a ce côté, vraiment cette vision pédagogique, où je vais loin dans des choses, et puis c'est encore plus interactif parce que je parle un petit peu d'actualité. Il y a toujours une partie foire aux questions où je réponds aux questions que je reçois. Et pour terminer, il y a le Patreon, du coup, qui lui est un peu l'élément le plus technique, le plus poussé. C'est là où je vais le plus loin dans la connaissance du vin pour ceux que ça intéresse et où je valorise et je commercialise tout ce qui va être mes kits pour monter en compétences, mes coachings éventuellement sur des gens qui voudraient passer des diplômes. Et c'est plus exclusif, c'est une communauté un peu plus exclusive parce que sur le Patreon, en plus, je donne la possibilité aux gens de me soutenir financièrement pour m'aider sur mes productions. Donc, on peut le rejoindre gratuitement parce que je fais des contenus gratuits dessus aussi, notamment, tu vois, tous mes hors-séries. Mais après, tous les épisodes spéciaux, tout ce qui va être fiche technique un peu, les conseils pratiques, tout ça, c'est réservé aux gens qui me soutiennent parce que je trouve ça complètement logique de récompenser ceux qui font l'effort de me mettre 2 euros tous les mois. C'est la moindre des choses de les rétribuer par des vidéos techniques. Tu vois, je pense à ma vidéo sur les accords mets et vins, je pense à tous mes épisodes spéciaux, je pense à ces fiches, au menu de Noël que j'ai fait par exemple. Et donc là, j'ai encore d'autres choses qui vont arriver cette semaine et dans les mois à venir. Donc voilà, la logique, c'est celle-là. Tu as le Instagram qui est le pilier. Visibilité pour tout le monde, des formats plus légers, simples, assez courts, où je relaie par contre toute l'info de ce que je produis. Le podcast qui est vraiment pour les amateurs qui veulent aller un peu plus loin, en mode décontracté léger avec interaction. Et le Patreon qui est le summum de contenu qualitatif et technique, on va dire. Ok. Et est-ce que tu as à cœur est-ce que ça fait partie de ta stratégie de créer une communauté, de construire une communauté et si c'est le cas, comment tu fais? Qu'est-ce que tu mets en place pour le faire? Je pense que ouais, moi, ça me fait plaisir. Je vois certaines interactions que j'ai, certains retours que j'ai, tu vois, ne serait-ce que sur ma patte, mes rêves que j'utilise. Moi, ça me fait plaisir parce que ça montre que, tu vois, je partage des rêves. Je sais pas si c'est une question de culture ou de génération, peu importe, mais ça fait plaisir toujours. Et j'aime bien, tu vois, parce que j'aborde les manières le monde du vin d'une manière un peu plus décontractée, un peu plus vulgarisée. Et comme on en a parlé, et j'ai des personnes qui m'ont fait des retours, qui ont beaucoup apprécié ça, justement, qui aiment cette légèreté, des gens qui m'ont dit, ton podcast, c'est cool parce que quelqu'un m'avait dit, j'avais beaucoup apprécié, on m'a dit, j'ai l'impression d'avoir une discussion avec toi, en fait, d'être posé avec toi et de discuter.
et par rapport à d'autres podcasts du milieu qui sont très théorique, tu sais, où en fait ça enchaîne, ça discute et ça donne que des éléments techniques, mais tu sais, il y a pas de, c'est assez monotone, il y a pas de ton, c'est moins humain, on va dire, c'est moins interactif. Et du coup, ça, moi, j'ai beaucoup aimé. Enfin, ça me fait plaisir d'avoir ça autour parce que clairement, ouais, c'est ce que j'essaie de faire, de me lier aux gens, j'essaie de faire quelque chose de très, bah, très concret, très, voilà, c'est très terre à terre et ça se projette sur le quotidien de tout le monde pour que ben voilà, je désacralise, comme je disais, cette industrie, cet intérêt pour que un max de gens s'y mettent, un max de gens soient à l'aise et y aillent à fond, quoi, tu vois. Et si en plus je peux les aider à peut-être techniquement à monter en compétences, à passer des concours, moi je suis ravi, quoi. Très bien. Ça te sert à quoi? Parce que sur Insta, je vois que tu montres beaucoup de vidéos ou de photos de bouteilles que tu bois chez toi. Tu montres aussi un peu tes repas avec lesquels tu bois ces bouteilles. Ça fait un peu un côté lifestyle, où par exemple, si si t'es en vacances quelque part, tu vas souvent le diffuser. Ça te sert à quoi ça dans ta stratégie de contenu? Là, tu vois, tu parlais de lien avec la communauté, c'est exactement ça. Ça permet de partager toujours un peu dans le milieu. C'est ce qui se fait, tu partages un peu, bon, plus ou moins, chacun à son niveau, tu vois, mais moi j'aime bien toujours partager parce que j'ai un prisme particulier dans le vin, moi c'est que je suis très mondial, je suis pas du tout franco-français seulement, je m'intéresse vraiment au vin de manière holistique et la nourriture, la gastronomie est très importante pour moi, voilà, je suis quand même gros épicurien, donc c'est important de montrer la bouffe, tu vois, j'ai même fait des réels sur des petites recettes de desserts ou des conneries, tu vois. Et ça, je pense, ça parle à beaucoup de gens parce que l'idée, c'est ça, c'est de s'identifier. J'ai pas envie de montrer que des vidéos ou des réels, de trucs super élitistes, de très beaux événements où je vais. Bon, tu vois, je les publie aussi. Mais la majorité, c'est que ces événements que je partage, c'est des quotidiens que tout le monde peut avoir, en fait. Et si ça peut permettre à des gens de découvrir des rêves, ou tu vois, m'envoyer un message en disant, ah putain, t'en as pensé quoi de ça? Beaucoup d'échanges que j'ai en réaction sur mes stories ou mes réels, c'est, ah, putain, j'en ai bu tel millésime, c'était super, toi, ça donnait quoi? Et en fait, ça permet de faire du partage de plans, comme ça, des fois, là, tu vois, il y a pas longtemps, j'ai eu un sommelier, je crois, qui avait écrit, ou en Belgique, pardon, je sais plus, mais hyper sympa, le gars, tu vois, on a échangé et il m'envoyait un peu ses dernières pépites au resto qu'il avait découvert. Et tu vois, on faisait comme ça, on faisait de l'échange. Et ça sert à ça, tu vois, de se suivre. Enfin, en l'occurrence, je pense que quand tu suis des gens comme ça qui font beaucoup de contenu, c'est de t'aider à avoir des rêves, d'en trouver, de partager. Bah après, évidemment, comme tu dis, tu partages du lifestyle, ça contribue à créer une communauté et à se lier. Très bien. On a évoqué le marché de l'attention là un peu avant. Toi, cette dimension-là, là, capter l'attention, comment tu la mets en pratique dans ta stratégie? Euh, Est-ce qu'il y a des moments alors où tu ça, te je le fais forces, peut-être pas. il y a des moments où tu te forces justement pour aller capter cette attention, où tu dis là, il faut que je prenne un certain angle ou autre chose? Alors moi, je suis vraiment un mec de. J'essaie d'être très efficace. C'est-à-dire que je suis pas un grand fanatique du marché de l'attention et je comprends, par contre, je comprends l'outil, je comprends qu'il faut l'utiliser et je le vois sur les perfs de mes réels, tu vois. Mais c'est pas ce qui va driver à fond mes prods parce que je suis pas en train d'optimiser mes réels. Sinon, je sais que je pourrais faire mieux sur certaines choses, mais tu vois, je m'en fous. Je les fais plus dans une patte qui me plaît. Après, par contre, je capitalise sur ce qui marche. C'est-à-dire que je sais que j'ai des réels qui fonctionnent plus que d'autres. Donc, tu vois, des fois, si je me fais un budget ad, etc., bah, je vais capitaliser sur ce qui, je sais, plaît le plus, va faire le plus de réactions et ce qui est attendu de la communauté. Parce que tu vois, typiquement, on va dire les connaissances techniques, c'est pas ce qui est attendu le plus. Les gens, ils veulent des trucs bling bling, ils veulent des trucs Instagrammables. Tu vois, on en avait beaucoup parlé ensemble. Enfin, tu m'en avais parlé sur le premier épisode podcast qu'on a fait ensemble. Quand ils vont dans un domaine viticole, ils veulent des trucs qui font waouh. Moi, ça m'intéresse pas de montrer que des trucs comme ça. Il y en a qui le font très bien, je leur laisse. Moi, je vais être plus dans le partage, comme tu disais, voilà, de mes découvertes, de mise en avant de certaines choses, de cuvées ou autres. Et puis après, dans mon podcast, tu vois, il y a ma patte. Après, je sais pas si elle fait réagir ou, enfin, je pense pas. C'est trop technique à mon avis pour être juste sur le marché de l'attention parce que tu vas pas que m'écouter parce que je sais pas, tu trouves que mon montage il est dynamique et c'est cool. Parce que quand tu écoutes, tu vois, un épisode, si tu te prends 20-30 minutes sur une appellation et que ça t'intéresse pas, bah t'écoutes pas, tu vois.
Mais clairement, voilà, j'ai conscience que c'est le. En fait, il faut vivre dans son temps. Donc, j'embrasse ça. J'ai une connaissance. Je sais m'en servir et je m'en sers pour capitaliser et faire agrandir ma communauté. Tu vois, voilà, j'ai une vision marketing très claire. Moi, tu vois, j'ai un planning sur mes prods et tout. Et je fais des tests. Hein, tu vois, j'ai des trucs qui ont vachement bien marché. J'en ai qui ont beaucoup moins marché. Tu vois, celui Montréal sur le fromage, tu regardes le nombre de vues qu'il a, il a explosé. J'ai capitalisé dessus. Parce que je savais que ça, c'était typiquement un réel du marché de l'attention. Et donc ouais, typiquement ce réel, tu l'as fait pour ramener des gens sur ta page? C'était quoi l'idée? Alors, en fait, non, parce que je pensais pas qu'il aurait eu autant de succès. C'était un extrait donc de mon épisode du podcast, tu sais. J'aime bien faire des montages vidéo par-dessus pour rendre les trucs visuels, et donc c'est ce que j'ai fait. Et en fait, en organique, il a fait des sacrés résultats. Et je dis, ah ouais, en fait, ça a plu et tout, c'est cool. Et donc, du coup, j'ai fait un peu de campagne ad dessus pour capitaliser. Et c'est ça que voilà, quand j'appelle capitaliser, je dis, bah tant mieux, mec, c'est cool, ça fédère, ça plaît. Puis quand j'ai vu les commentaires, je dis, c'est bien parce que j'ai abordé un sujet technique du monde du vin et du fromage que très peu de gens en dire en fait finalement, mais tout le monde est d'accord et ça a plu, tu vois, la forme a plu, ça a fait rire. Bon après, tu as toujours des réactions de gens qui font rire, mais c'est le principal qui compte. Ok. Ok. Alors, on va parler maintenant plus du monde du vin, puisque toi tu es sommelier, ton podcast est dédié à ça. Et en fait, c'est aussi un format que j'aimerais réutiliser avec toi, c'est que on va se présenter des actualités qu'on a sélectionnées. Et je te propose de dire un peu moi ce que j'en pense et pourquoi je l'ai sélectionné pour toi. Et après, toi derrière, tu réagis, qu'est-ce que ça t'évoque? On est sur un reportage d'Hugo Clément. Je sais pas si tu connais Hugo Clément. Je connaissais pas Hugo Clément, mais je connais France Télévisions par contre. Voilà. Hugo Clément, ça fait un petit moment qu'il existe. Il est connu pour être un journaliste plutôt porté sur l'écologie. Et donc là, c'est un reportage sur les pratiques dans le monde du vin, pas forcément connu du grand public, je pense. Et en fait, là, on parle justement de l'irrigation. On parle de l'irrigation dans le vin. En France, c'est interdit, sinon, enfin, pour bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée, tu dois pas irriguer ta vigne. Je sais que toi, t'avais un peu évoqué ça dans un de tes podcasts, et je sais que c'est une question qui t'est sensible. Alors, je voulais te diffuser cet extrait, d'autant plus que c'est une région où j'étais là cet été, où j'étais en vacances cet été, et j'étais allé courir dans les vignes, et justement, j'avais pu constater ce phénomène d'irrigation. Je t'en avais parlé, t'avais été surpris que ça existe. Et moi aussi. Allez, je lance l'extrait. Vous voyez entre les vignes, la terre est humide, alors qu'il n'a pas plu depuis des semaines. Vincent Pugibet est l'un des tout premiers à avoir osé. Oui, il irrigue. Quand on a commencé à travailler sur l'irrigation, c'était complètement tabou. On avait touché à quelque chose de problématique, ça c'est clair. Mais certains peuvent quand même vous reprocher de tuer le terroir. Avant, il y avait des bonnes années, des mauvaises années. Maintenant, avec l'arrosage, c'est fini. Bon, d'abord, si c'est le même qui est toujours bon, je ne vais pas m'en plaindre. Donc, l'important, c'est que si on tue les mauvais millésimes, déjà, ça sera pas mal. Moi, je suis sûr que tu veux réagir à ce qu'il vient de dire, là. Un escroc de haut de gamme. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai direct pensé à toi. Genre, ça tue les mauvais millésimes, faut pas s'en plaindre. Tu veux que je réagisse à cette phrase ? Par exemple, on peut commencer par ça, ouais. Ça tue les mauvais millésimes. Et ben, en fait, t'as une dualité là-dedans. La première vision que tu peux avoir, c'est une vision qui serait limite philosophique. C'est la notion que le millésime, en fait, l'effet millésime, pour recontextualiser, c'est lié à ta météo. Donc, c'est ce que tu vois sur une année. Et donc, du coup, on parle de bons millésimes, de moins bons millésimes, de très bons millésimes, parce que tu as des années plus ou moins favorables, meilleur rendement, meilleur équilibre par rapport au stress hydrique, par rapport aux maladies fongiques, etc. Donc du coup, le fait de gommer les mauvais millésimes, ça veut dire qu'il aurait des rendements plus constants, il aurait une qualité plus constante,
Donc forcément, économiquement, c'est plaisir. Philosophiquement, le premier sujet, c'est que l'effet millésime, c'est la nature qui te le donne. Il y a des régions qui sont plus sujettes à l'effet millésime que d'autres. Typiquement, ce qui va être climat méditerranéen, eux, ils ont moins cet effet millésime que par exemple le Bordelais, puisqu'ils ont un climat méditerranéen, c'est-à-dire plutôt sec, chaud, avec des précipitations qui vont tomber plutôt l'hiver, faire le stock, et puis après, ils vont avoir une période de maturation plutôt sèche, donc du coup, ils vont avoir une pression de maladies fongiques beaucoup moindre. Ils vont avoir d'autres problématiques, évidemment, comme la sécheresse, comme on vient de parler ici, mais pas beaucoup moins sur les maladies fongiques. En Bordeaux, où on a un climat océanique, donc très humide, avec des précipitations un peu toute l'année, l'effet millésime, il est ultra marqué chez nous, puisque en fait, il y a des années, on a pression fongique énorme, donc on a des rendements qui peuvent être altérés, on peut avoir pas assez de soleil et donc des maturations aussi altérées. Il y a des endroits, même dans le Médoc, où ils chatalisent tellement ils n'ont pas eu une maturation, les maturations nécessaires. Et puis après, tu vas avoir en plus les épisodes de grêle, où ça peut niquer une production. Donc, gommer l'effet millésime, philosophiquement, si tu prends le principe que la vigne est un produit du terroir, de l'agriculture, du sol et de la nature, c'est que tu le fais en accord avec la nature. Est-ce que la nature va t'offrir? Des années, elle va être plus dure que d'autres, et il y en a d'autres, elle va être bien. Donc ça, c'est libre à chacun de voir est-ce qu'il veut que son vin il soit le reflet de l'effet millésime ou non, en sachant que la nature, et avec les différents climats, tu as des régions qui sont plus propices que d'autres. Et tu as des vins aussi qui l'accueillent plus que d'autres. Tu vois, tu prends la Champagne n'accueille absolument pas l'effet millésime, parce que quand tu prends un non millésimé, le brut, classique d'une maison, il y a une constance avec les techniques de réserve perpétuelle, tu vois, c'est une volonté, c'est normal, c'est une patte, parce qu'à chaque fois que tu achètes le brut d'une maison, tu veux que ça goûte tout le temps pareil, c'est la signature. Et après, tu as d'autres régions qui vont plus l'accueillir parce qu'ils sont habitués. Tu prends le Bordelais, on a nos millésimes exceptionnels qui font l'histoire, en fait, après, d'une région. Et tu as des millésimes un peu plus compliqués qui, du coup, sont retenus pour d'autres raisons, vont être consommés plus tôt, etc., etc. L'autre élément, tu peux pas te soustraire de l'aspect économique, parce qu'effectivement, gommer l'effet millésime, ça veut dire que tu as une meilleure constance économique et c'est plus rassurant, parce que tu vas pas stresser de te dire, putain, cette année, je vais peut-être tout perdre, tu vois. Donc ça, on est d'accord que clairement, dans tout business, ce stress, si on peut se l'enlever, et c'est logique. Mais voilà, je pense que comme il s'agit d'un produit d'avoir de l'agriculture, tu peux pas te soustraire de l'effet millésime, puisque quand tu es agriculteur, viticulteur, tu travailles avec la nature, tu composes avec la nature. Et en fait, l'évolution technologique, les époques, fait qu'on arrive à avoir des moyens qui permettent de mieux pallier à certaines choses. Là, tu rentres après dans le sujet de l'inégalité entre les gens, parce que tous ces dispositifs, ils ont un coût, donc tout le monde n'est pas à égalité. C'est pour ça que, voilà, pour moi, il y a une dualité à la fois économique et philosophique. Et franchement, là, c'est chacun voit midi à sa porte. Hein. Après, bon, dans le côté économique, il y a le côté de l'AOC, dont ils ont parlé évidemment aussi, parce que là, il la perd comme on est en France. Ouais, mais ça t'a pas empêché de lâcher un pédale ou c'est des extraits là. Non, par rapport à quoi? Ouais, le pédale, je l'ai lâché au moment, merde, c'est pas pour le gars que je l'ai lâché, c'est pour le journaliste. On a commencé à travailler sur l'irrigation, c'était complètement tabou. On avait touché à quelque chose de problématique, ça c'est clair. Mais certains peuvent quand même vous reprocher de tuer le terroir. Avant, il y avait voilà, c'est ça, c'est là que j'ai dit. Oui, tu voulais dire. Certains peuvent vous reprocher de tuer le terroir, moi je lui ai dit pédale. Et donc ça veut dire quoi ça? Et pareil, quand il dit c'est parce que c'est un sacré raccourci de dire ça. C'est un sacré raccourci de dire ça tout simplement parce que bon, après il y connaît rien, c'est pas son métier, donc je lui en veux pas. Mais le stress hydrique, si tu veux, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut aborder de manière technique. Dans la vigne, le stress hydrique, ça peut être bon. En fait, c'est juste qu'il doit être calculé. C'est ce qu'on appelle le Regulated Deficit Irrigation, le RDI en anglais. En fait, c'est que tu vas gérer ton stress hydrique. Tu vas gérer le déficit d'eau pour la vigne parce qu'à des moments clés du développement de la vigne, ça peut être positif. Typiquement, quand tu es au début du stage de la maturation du raisin, un léger stress hydrique, ça va accélérer le développement des baies, en fait, et ça va te faire produire des baies probablement un peu plus petites, avec un ratio peau-pulpe plus important, parce que du coup, tu auras moins de pulpe et un peu plus de peau. Et en fait, ça, typiquement, dans les vins rouges, ça peut t'améliorer la qualité, tu auras plus de couleur, plus de tanins, plus de composés aromatiques.
Et ça se maîtrise. Et en plus, ici, on a un bon exemple parce qu'il utilise de l'irrigation goutte à goutte, comme il existe différentes méthodes d'irrigation. Et l'irrigation goutte à goutte permet exactement de pratiquer le RDI. Donc, quand il dit de tuer le terroir, tu vois, en fait, déjà, il faudrait qu'il définisse le terroir. Et je pense qu'en fait, il est incapable de le définir. Parce que déjà, de manière, les gens entre eux sont pas trop d'accord de le définir. C'est pour ça que voilà, je réagissais comme ça. Parce que je pense qu'il dit ça parce qu'il parle juste avant, il dit on est allé sur un sujet tabou. Et il fait allusion à quoi en fait quand il parle de ça, de tabou? Bah alors, je suis pas tout à fait sûr de quoi il parle. Peut-être qu'il peut parler du fait que c'est interdit légalement, tout simplement. Peut-être qu'il peut parler du fait de l'inégalité, parce qu'en gros, tous ses voisins rêveraient d'irriguer, mais ils le font pas parce que sinon ils perdent leur appellation. Et on sait aujourd'hui l'importance d'une appellation commercialement, ce que ça représente, tu vois. Et s'il y en a déjà qui peinent à vendre leur vin et qui sont sur les appellations un peu cotées, et que tu leur enlèves l'appellation, bah, ça fait vraiment la misère commercialement pour vendre. Donc, tu vois, ils peuvent rager. Donc, un vigneron qui a une certaine notoriété, qui peut se permettre de perdre son appellation et continuer à vendre, c'est un luxe. Tu vois, ça fait typiquement écho à mon épisode sur les AOC que j'avais fait, où le château dont je parle, en fait, renonce aux appellations, une appellation prestigieuse, tu vois, Pomerol, et parce qu'il peut le faire, en fait. Donc, c'est sûr que ça peut générer de la jalousie autour de lui. Après, sinon, tu as pour moi le vrai sujet qu'en fait est l'irrigation. Si on parle de tabou, le vrai sujet, c'est l'utilisation de l'eau potable ou de l'eau filtrée, peu importe en fait, pour la production d'un produit de luxe ostentatoire. Parce qu'il ne faut pas oublier que le vin, c'est ça en fait. Hein, ça reste un produit ostentatoire, c'est pas un produit de première consommation, dans le sens que tu le mets en perspective par rapport à des productions agricoles qui font manger les Français. Produire des vaches, enfin voilà, produire de la viande, produire du fromage. Là, tu as besoin d'eau aussi, tu vois. Et c'est là où, dans une époque en plus où on parle que l'eau est une ressource rare et qu'il faut préserver, que chaque année tu te fais bassiner avec les stocks des nappes phréatiques sont basses, etc. Peut-être que ça aussi, c'est peut-être ça dont ils veulent parler quand ils parlent de tabou. Ok. Très bien. Et toi, si toi est-ce que t'as un parti pris par rapport à ça, enfin, tu parles en effet de la gestion de l'eau. Est-ce que toi, t'es biaisé dans ce truc-là ou t'as des biais vis-à-vis de ça ou pas du tout? Non, j'ai pas de biais parce que déjà, comme moi, tu sais, comme je t'ai dit, je m'intéresse au monde du vin de manière mondiale. L'irrigation, tu sais, c'est largement pratiqué dans le monde, dans plein d'autres pays du monde. Hein. Tu vas aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud, c'est ultra pratiqué en fait. Hein. Et le RDI, comme j'ai dit, c'est la meilleure, enfin, l'irrigation goutte à goutte, pardon, c'est la meilleure technique d'irrigation. Tu sais qu'il y en a qui font du dry farming aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, ils refusent volontairement d'arroser massivement parce qu'ils utilisent uniquement les stocks d'eau qu'ils vont avoir. Donc, en fait, la gestion de l'eau, c'est un sujet global déjà. Donc, faut pas être pour ou contre. Enfin, c'est comme tout. Faut pas être clivant pour être clivant. Faut pas tomber dans le. Voilà, faut rester nuancé. Faut tout le temps être dans l'équilibre dans la vie. Sinon, bah, tu deviens très rapidement et avec des propos complètement pétés et tu maîtrises pas ce que tu dis et tu cherches que le marché de l'attention. Voilà, moi, ça m'intéresse pas. Mais le sujet de l'eau, pour moi, en France, il y a un aspect légal. Et tu vois, dans l'épisode AOC, j'en ai bien parlé. Moi, je pense que déjà, il doit y avoir une flexibilité, un équilibre. Aujourd'hui, tu vois, il y a l'histoire des décrets. Par contre, il y a une lenteur administrative qui est monstrueuse, qui fait que c'est pas du tout adapté au côté opérationnel de la gestion de la viticulture. Mais clairement, si tu mets une hiérarchie de priorité, pour moi, la priorité, elle est sur l'alimentation, elle n'est pas sur le vin. Si tu dois irriguer l'accès à l'eau, c'est sur les produits de première nécessité, pas sur un produit ostentatoire. Ok, après, la question c'est est-ce qu'en France, notre consommation d'eau, est-ce que la gestion de l'eau, on en est à un point où on doit privilégier les cultures de première nécessité plutôt que Ah bah ça, je sais j'en pas, sais rien. j'ai pas l'impression qu'on en soit encore arrivé là. Ah bah voilà, mais si on n'en est pas là, et si c'est correct pour tout le monde et tout le monde est content, let's go, hein, faites ce que vous voulez, hein, les gars. Hein. Et puis je pense qu'il y a aussi un aspect Ouais. Non mais il y a aussi un aspect où on peut aussi en reprendre le contrôle là-dessus sur comment stocker de l'eau pour faire Ouais, en sorte carrément. que tout le monde, que tous les business puissent en consommer dans une période ou dans les périodes où ça sera compliqué.
Ouais, mais c'est exactement ça, voilà. Tu vois, je suis complètement d'accord avec toi. Faut être nuancé, en fait, faut être dans l'équilibre. Et c'est pour ça, tu vois, j'ai attiré ton attention sur son système d'irrigation qu'il utilise. Tu vois, il utilise du goutte à goutte, qui est le système le plus performant. Parce que après, en fait, tu vois, pour donner un contre-exemple, tu as l'irrigation par inondation. Donc, en fait, c'est que tu vas creuser des tranchées entre tes vignes et tu vas envoyer des énormes quantités d'eau. C'est pété parce que sur des climats chauds où le sol il absorbe pas bien l'eau, en fait, tu vas avoir énormément d'évaporation. Donc, en fait, tu vas avoir énormément de gaspillage d'eau. Et c'est en ça, c'est un sujet qu'il faut prendre de manière holistique, comme tout. C'est pas genre irriguer, c'est pas bien. Non, c'est comment tu irrigues. Parce que tu vois, tu parlais de réutiliser l'eau. Voilà, je sais pas si le mec il stocke énormément d'eau de pluie et qu'après, en fait, il a son petit système goutte à goutte. Bah, moi, je suis persuadé que des domaines viticoles, bon, évidemment, pas de 100 hectares, tu vois, mais des petits domaines, je pense, tu vois, entre 2 et 10 hectares, s'ils récupèrent bien l'eau de pluie, et que, bon, il n'y a pas trop de sécheresse, mais les gars, en fait, ils peuvent se gérer ça tout seuls. Bon, après, légalement, c'est pas autorisé, donc c'est un autre sujet. Mais alors, tu parles de pluie. T'as parlé souvent du terme légal là, mais il a pourtant le droit de le faire, d'irriguer. Alors, là, il perd son AOC, c'est interdit l'irrigation. Oui, donc, mais il a quand même le droit de le faire, au détriment de l'AOC, mais Ouais. juridiquement, il est pas en faute de le faire. Ah oui, non. Alors, quand je dis que c'est pas légal, c'est d'un point de vue de l'AOC, pardon. Voilà. Il va pas aller en prison. Présent. Très bien. Juste, en fait, je voulais parce qu'après, il y a un Master of Wine qui réagit, et donc, toi, on l'a pas précisé, mais tu es en voie de devenir un Master of Wine. J'aimerais juste qu'on écoute sa réaction. Si seulement. Oui, voilà, enfin voilà, on va pas vendre la peau de l'ours avant. Il y a une étape avant. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais c'est un des projets. Mais je voudrais juste qu'on écoute ce qu'ils disent. Est-ce que tu le rejoins? Est-ce que tu le rejoins pas? L'irrigation va être, à mon sens, un vrai souci. On est en train de se précipiter. Il y a une urgence, mais l'urgence n'appelle pas la précipitation et n'appelle pas à régler des problèmes par d'autres problèmes. On a un problème de ressources eau et on est en train de mettre à mal la ressource qui va nous manquer. Oui, bon, en fait, c'est un peu ce qu'on a discuté. Mais vas-y, je t'en prie. Ouais, mais voilà, tu vois, lui, il dit qu'il y a un problème de ressources d'eau, donc il est plus documenté que moi. Moi, j'en sais rien du tout. Tu vois, l'état des quantités d'eau, de l'accessibilité de l'eau. Effectivement, dans le pays où on vit, en France, c'est l'eau, tu vois, un robinet, il y en a plein. Les gens, ils se rendent pas compte. Quand tu n'as jamais voyagé de ta vie, tu te rends pas compte que c'est un luxe, ça, en fait. Ouvrir un robinet pour avoir de l'eau potable, c'est un fucking luxe, hein, maintenant. Donc, lui, tu vois, effectivement, il attire l'attention là-dessus. Après, nos discours convergent. Enfin, je sais pas si. Il parle de priorité après, je me souviens plus. Enfin, tu vois, voilà, moi, mon sujet, instantanément sur l'eau, je le ramène à quoi tu t'en sers, en fait. Et quand en France, on a un pays producteur où l'agriculture a une place, tout ce qui fait nourrir les Français, s'il y a des problèmes d'eau, l'eau, elle doit être priorisée là-bas, quoi. Pas pour un produit ostentatoire, encore moins sur des trucs de spéculation. Ok, mais en effet, la question c'est, et pendant ce temps, je pense qu'il y a il y a des lobbies qui nous disent qu'on peut pas se permettre de pomper l'eau des nappes phréatiques. Enfin, c'est ce qui est. C'est quoi, c'est des lobbies politiques? Bah, tu sais, tous ces trucs de méga bassines, c'est un truc dont on parle vachement, où les écolos te disent que ça leur broie les couilles qu'on fasse des méga bassines. Sous-entendu Pourquoi? C'est quoi le problème d'une méga bassine? Sous-entendu que voilà, les méga bassines, tu vas pomper l'eau des nappes phréatiques et du coup cette eau, eh ben, elle sera pas utilisée par l'écosystème environnant. Sous-entendu, ben, il y a et que des personnes irriguent pour faire du vin, ça les dérange pas, ça, dans la notion de consommation d'eau? J'imagine que si, j'imagine que ça rejoint tout ça. Et ce que je veux dire, c'est que pendant ce temps, on a dans les médias, on parle beaucoup du problème de l'eau. Mais enfin, est-ce que c'est. En fait, il n'y a pas vraiment de gens en face pour dire bah non, en fait, c'est pas forcément un problème. Enfin, il n'y a pas vraiment. On a juste des réactions d'écolos qui sont pas contents et qui nous font entendre que visiblement on a un problème de gestion de l'eau en France. Mais moi, je suis pas sûr que ce soit. Enfin, j'aimerais bien qu'on ait un contre-pouvoir qui dise l'inverse, ou au moins là, pendant ce temps, on est vraiment penché d'un seul côté. Et Hugo Clément, il participe à pencher ce côté-là encore plus.
Un estron de haut de gamme. Et sans aborder toutes ces questions de, au final, on peut être aussi responsable de, enfin, on peut avoir un contrôle sur la gestion de notre eau en la stockant, enfin, voilà, je voulais qu'on parle de ça. Très bien. Ouais, mais ouais, pour résumer, tu vois, c'est un peu comme l'allégorie du marteau que j'utilise souvent. C'est l'outil et son usage. Parce que l'irrigation, c'est pas universel. Il n'y a pas qu'une méthode. Et comme tu l'as très bien dit, la gestion de l'eau, c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, à tel point, je fais une parenthèse sur la viticulture, il y a Sustainable Viticulture qui est devenu un label, des pratiques qui valorisent notamment l'utilisation des énergies. Tu vois, de comment tu consommes l'eau, comment tu consommes de l'électricité. Donc, et ça met beaucoup de nuances dessus et ça me pointe du doigt le fait que c'est hyper important l'usage, tu vois, au lieu de bannir tout simplement, tu vois. On va se projeter sur un de tes contenus où tu réagissais à un de mes contenus. C'est une boucle temporelle. J'espère que vous allez réussir à comprendre ce dont on parle. Mais justement, je vais te laisser introduire le sujet. Ouais, en fait, t'as fait un épisode sur YouTube super intéressant, je trouve, où tu parles de la tendance que pour Noël, la raclette se met à remplacer les repas un peu traditionnels sur lesquels on prend un peu le temps de mettre les petits plats dans les grands. Et tu parles des raisons qui motivent les gens à faire une raclette pour Noël. Et c'est là-dessus que je réagis. C'est parti. Mon gars sûr de Cockerman a fait une vidéo sur les flemmards de la raclette à Noël. Est-ce que la raclette va remplacer les repas des fêtes de Noël ? Il parle des gens qui ne veulent pas cuisiner pour Noël en fait parce que c'est trop d'efforts. Est-ce que c'est choquant ? Oui. Doit-on tout brûler ? Oui. Est-ce que les Français qui ont recours à cette stratégie sont des Pédale. qui devraient quitter la France ? Bah évidemment. C'est convivial, réconfortant, ça ne demande pas des heures de préparation, souligne l'expert. Souligne l'expert. Donc le mec qui a fait un commentaire, donc soit il s'est autoproclamé expert, soit on le qualifie. Enfin moi non mais faut vraiment que j'explique là pourquoi ça me choque. Très bien, messieurs. Et l'expert, mais il est expert de quoi, enfoiré ? Ça permet de passer un beau moment sans se compliquer la vie. Se compliquer la vie ? Parce que faire à manger, c'est se compliquer la vie. Aujourd'hui, on est dans une époque où se nourrir, c'est se compliquer la vie. Récapitulons. Donc, cette personne, si elle doit chasser, elle dit quoi ? Elle fait un burn-out ? C'est plus pratique que de passer 2 jours en cuisine. 2 jours ? 2 jours ? Tu fais quoi pendant 2 jours en cuisine, mec ? Je suis un excellent assistant, monsieur. Tu fais quoi pendant 2 jours en cuisine ? Même quand tu penses à des plats marinés, tu ne regardes pas ton plat mariné pendant 24 heures. Je suis un excellent assistant, monsieur. Même quand tu penses à des plats mijotés 6 heures, tu ne regardes pas le plat pendant 6 heures. Tu vas regarder toutes les demi-heures, toutes les heures pour le réarroser, le retourner, machin. Faut arrêter de... Assistant, monsieur. En fait, faut arrêter d'être des merdes. Voilà, faut arrêter d'être des merdes. Les gens n'ont pas envie de se prendre la tête, ils veulent aller à l'essentiel. Les gens n'ont pas envie de se prendre la tête. Ok. Parce que maintenant, se nourrir, préparer un beau repas pour des gens qu'on aime, avec des gens qu'on aime, c'est se prendre la tête. Assistant, monsieur. Non, mais en fait, on vit dans une époque de... Rap mongol. Je n'en peux plus. Mais putain, on a passé un stade de flemme extreme. Le monde est maintenant peuplé de couilles molles. On est au max, en fait. Mais c'est quoi la suite ? C'est un remake de La Petite Maison dans la Prairie. C'est quoi la suite ? Si vous n'êtes pas capable de vouloir faire un effort pour les gens que vous aimez, pour une fois dans l'année, à cuisiner, à mettre les petits plats dans les grands, à vous faire plaisir et à faire plaisir, mais quand est-ce que dans l'année vous êtes capable de ne pas être des énormes... Assistant, monsieur. En fait, c'est quand que vous n'êtes pas des énormes flemmards. Mais on vit dans une époque de... Pédale en robe longue. Va falloir arrêter, ça c'est pas possible. Cette vidéo, elle m'a rendu fou, elle m'a fait rire, mais je refuse de croire que les gens sont comme ça. J'ose espérer que les gens ont encore de l'énergie et de l'amour à donner aux gens qu'ils aiment, et même à eux-mêmes pour se faire plaisir, et faire plaisir surtout de manière occasionnelle. Évidemment, je ne dis pas de faire ça tous les mois, mais putain, c'est les fêtes de fin d'année. Faites-vous plaisir. Ouais, alors je te coupe parce que c'est là où ça m'a fait réagir justement, où je me suis dit que au final, ok, merci d'avoir fait ça. Parce que Plaisir. je t'avais expliqué que oui, moi j'avais un peu surjoué le truc
en attaquant les gens, mais évidemment, quand tu surjoues le truc, il y a quand même un fond de quelque chose que tu penses vraiment. Et je te disais, oui, au final, les gens font ce qu'ils veulent, je m'en fous qu'ils aillent faire Noël, qu'ils fassent une raclette à Noël. Et quand t'as ce petit discours là où tu espères que le monde, le monde dans lequel on vit est peuplé de gens qui ont encore envie de faire plaisir à leurs proches et ont envie de prendre du temps pour ça. Au final, ouais, c'est vrai que t'as raison de mettre ça en avant, de pousser une sorte d'appel à l'aide, du cri du cœur. Parce que, encore une fois, voilà, les médias vont te dire, si tu lis les médias, on va te dire que oui, cuisiner c'est chiant et que le plus important c'est de se voir. Mais oui, je suis d'accord avec toi, il faut que. Enfin, là on parle de valeurs et de ce qui nous semble beau dans ce monde à défendre. Et donc tu l'as fait de cet angle-là, et oui, en fait, au final, je te rejoins. Évidemment qu'il faut un discours qui vienne répondre à ça, à ces gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête et n'ont pas envie de consacrer du temps à préparer Noël. Évidemment que il faut mettre en avant ce discours-là qui dit que voilà, Noël c'est beau et il faut consacrer du temps à ça, il faut préparer, il faut cuisiner des belles choses pour ses proches, pour sa famille, parce que ça nous fait plaisir, parce que c'est des moments dans le pire des cas on aura aimé et dans le meilleur des cas on n'oubliera jamais. Donc oui, finalement tout à fait d'accord qu'il faut du répondant, il faut une ligne qui réponde à ces gens. Très bien, messieurs. On est en 2026. Et moi, ça me fait absolument pas plaisir d'entendre ce genre de choses, de se rendre compte qu'on en arrive à des niveaux de vie. C'est terrible. Aujourd'hui, tu vois, on s'amuse à tacler systématiquement le traditionnalisme, etc. Mais en fait, je pense qu'on appartient, toi et moi, à une génération où on a toujours été ravis que nos parents, nos mères, nos grands-mères, etc., nous régalaient aux fêtes de fin d'année, qui passaient des heures en cuisine, puis en plus, c'était pas toujours reconnu à sa juste valeur, ce travail. Mais on était super heureux, en fait, parce que c'est grâce à cet effort et cet amour qu'on passait ces très beaux moments, qu'on en a des beaux souvenirs, et que nous aussi, je pense, aujourd'hui, on essaie de faire perdurer ce genre de choses. J'ai aucun souci avec des gens qui font une raclette à Noël parce qu'ils aiment la raclette. Comme tu l'as dit, je suis d'accord avec toi, les gens font ce qu'ils veulent. Par contre, quelqu'un qui fait une raclette parce que c'est simplement une énorme et qu'il a la flemme, moi ça j'accepte pas, ça me dérange. Se trouver une excuse, et tu le dis très bien, les gens se cachent derrière le fait de ouais, je suis fatigué, je suis dans un climat anxiogène. Non mais on est où en fait là, les gars, on est en France, ils savent pas ce que c'est que le stress, je pense, ces gens. Et tu sais, j'en parle avec mon anecdote sur la salade. Non mais la salade, putain, rien que la salade, j'y pense. Oh God. C'est que ça, l'exemple de la salade. On va le mettre, on le met. Plaisir, faites plaisir. Ça me rappelle une anecdote. Au Canada, on m'a raconté que pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, il y a un mec qui devait faire une fucking salade. Assistant, monsieur. Il était invité avec d'autres personnes. Le gars, il a expliqué que faire cette salade lui a mis la pression. Mais de quelle pression tu me parles? Mec, t'es invité à dîner, on te demande de faire une salade et toi t'expliques que t'as la pression. Mais putain mon gars, si on te demande de faire un gratin dauphinois, tu fais un burn-out, enculé. Assistant, monsieur. Il y a pas eu de assistant à enculer. Il y a pas eu de bip. Ouais, c'est des moments de faiblesse sur le montage. Non mais oui, non mais parce qu'en fait moi je me dis toujours oui bon bah c'est des reportages de journalistes qui vont cibler des Mongols et je sais pas comment ils font pour les cibler, mais en effet quand tu dis qu'il y a des gens qui se mettent la pression pour ça, enfin ils se mettent pas la pression parce qu'en fait c'est comme tu dis, c'est une fausse excuse, c'est juste qu'ils faire des choses pour les autres ça leur broie les couilles, c'est tout. Mais oui, parce que c'est des putains d'égoïstes et qu'on vit dans un monde d'égoïstes de merde où les gens sont de plus en plus égocentriques. L'abnégation, c'est mort. En fait, il y a plein de valeurs globalement qui partent en couille. Et le partage, le don, tu vois, le plaisir, ces choses-là, ben, tu vois, ce que tu as présenté, c'est une conséquence de ça. Si fondamentalement, il y a des gens qui ont atteint un niveau de flemme à ce point-là,
c'est terrible pour eux. C'est terrible pour eux. Moi, ça me fait de la peine. Mais comme je dis, je refuse de croire que c'est une majorité des gens. Les gens doivent se bouger, les gens doivent avoir de l'amour à donner, de l'énergie. C'est des moments, et je le précise bien, je dis pas ça de faire ça tous les mois. Mais putain, si les gens n'arrivent pas à se motiver pour les gens qu'ils aiment, ou pour eux-mêmes, une fois par an, moi c'est bon, à un moment donné... Ouais, moi je préfère à la limite, le seul argument que je pourrais entendre, c'est j'aime pas cuisiner, je me trouve nul et alors, voilà, mais... Non, mais même là, aujourd'hui, dans l'ère d'Internet, tu peux faire un effort. Tu vas trouver des recettes sur Internet et tout. Tu tentes un truc. Non, parce qu'il y a vraiment des gens qui n'aiment pas cuisiner. Il y a des gens, ils aiment bien manger, mais... Oui, mais c'est l'essence même d'un effort, mec. Ouais, mais... Un effort, c'est que ça te demande de l'énergie, ça te coûte, et en temps normal, tu le ferais pas forcément. Ouais. Peut-être qu'il voulait faire un effort sur autre chose, peut-être qu'il voulait... Ouais. Il aurait voulu amener des guirlandes, je sais pas. Bon, ouais, brancher la prise électrique. Ou... Non, mais demain, tu sais, Faire des c'est ce qui va se passer. Demain, c'est rigolo, tu parles des guirlandes. Moi, je suis sûr que demain, ce qui va se passer, c'est que les mecs, ils vont dire, je mets plus le sapin de Noël parce que c'est un effort et ça me met du stress, la décoration. J'ouvre plus de bouteilles de vin parce que je vais me faire mal au poignet. Non, mais franchement, on est dans une époque vraiment... Non, après, il y a un truc qu'on n'a pas parlé, c'est c'est d'ailleurs... Mais c'est la tunasse. Pour moi, il y a aussi un enjeu de tunasse. Il y a un enjeu de tunasse où les mecs, ils veulent pas dépenser d'argent pour le repas de Noël. Ouais, mais ça, c'est pareil. Pour moi, ça rejoint l'époque actuellement où les gens, ils ont 12 000 abonnements dont ils se servent pas. Ils sont addicts à des trucs pétés où ils claquent de la tunasse. Ils vont faire 12 000 sorties. Ils savent plus gérer un budget. Par contre, avoir mis 50 € de côté pour ton repas de Noël, ça va leur arracher la tête. Pour moi, tu vois, c'est une fausse excuse. C'est une fausse excuse. Si tu veux passer un bon moment pour Noël, tu vas créer les conditions. Je sais pas, fais-toi une cagnotte. Tu mets 5 € de côté tous les mois et que tu arrives en décembre, t'as 60 €, t'es content. C'est vrai. Non, mais voilà, moi j'ai passé un Noël où tout le monde avait cuisiné. C'était génial en fait. Chacun avait amené un plat qu'il avait fait et c'était parfait. Musique. Très bien, men. Nous avons terminé cet échange. Je te remercie. Plaisir. J'espère que Merci de m'avoir invité. J'espère que ce sera amené à se reproduire. Avec plaisir. Puisque voilà, j'aimerais bien avoir ton avis sur certaines actualités, pas forcément liées à celles du monde du vin. Là, tu vois, au final, on a parlé de gastronomie, mais on a aussi parlé de mode de consommation, de l'état ambiant de la société. Peut-être sans aller jusqu'à... Enfin voilà, bref. Mais je sais qu'on a un regard tous les deux sur la société, le monde qui nous entoure, et je sais que ça intéressera d'autres personnes qu'on le partage. Donc on répétera ce genre de format sur cette chaîne, je m'y engage. Très bien, je suis ravi, je serai au rendez-vous. Voilà les amis, merci beaucoup Mickaël, et on se dit à très vite.